Salut! Jonathan Amron avait une bonne situation. Il était ingénieur et Jonathan était très apprécié par ses proches ainsi que ses amis. C'était quelqu'un de gentil et intelligent, mais pas que. Il était aussi très sportif. Il avait la vie devant lui. La seule erreur de Jonathan, c'est d'avoir eu une liaison avec la mauvaise femme. Une femme mariée. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les infidélités ne finissent pas très bien, mais dans cette affaire, les choses vont prendre une tournure tragique, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous invite donc à vous installer confortablement, car l'histoire de Jonathan Amron commence maintenant. Brittany et Armando Barron étaient mariés. Elle était née le 23 avril 1989. Et c'est à l'âge de 16 ans qu'elle se mit en couple avec Armando, qui de son côté avait seulement 15 ans à l'époque. Ils étaient mariés depuis plusieurs années et avaient eu 2 enfants, une fille et un petit garçon. Leur histoire commençait très bien. Le couple se sentait très amoureux, mais comme bien souvent, la passion ne durera qu'un petit temps. Et plus encore, le mariage de Brittany et Armando allait très mal. Les deux tourtereaux se disputaient quotidiennement. Que ce soit physiquement ou verbalement, Brittany en a marre de cette situation. Elle était de plus en plus malheureuse au sein de son couple et comme c'est parfois le cas, elle allait trouver du réconfort auprès d'un autre homme. Et cet homme, c'est un homme qu'elle côtoyait régulièrement. Un homme avec lequel elle travaillait, un certain Jonathan Amron. Tous les deux entreprirent donc une liaison. Elle se sentait bien avec Jonathan, elle se sentait désirée, reconnue et respectée. Elle était tellement bien dans cette relation secrète qu'il lui venait même parfois à l'esprit de vouloir divorcer afin de vivre pleinement sa nouvelle idylle. Seulement Brittany avait très peur de quitter son mari. Déjà, il était le père de ses enfants, elle n'avait connu que lui auparavant, mais surtout, elle appréhendait sa réaction. Elle ne savait pas comment il pourrait prendre la nouvelle. Aussi, elle était en ce mois de septembre 2020 entre deux histoires. Elle menait donc une double vie. Comme je vous l'ai dit, Brittany et Jonathan se rencontraient, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, sur leur lieu de travail. Ils travaillaient tous les deux chez une entreprise fournisseur de dispositifs médicaux. Et il était un peu plus jeune qu'elle. Il venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur en biomédical et c'était son premier emploi. Il était très sportif, il pratiquait la randonnée. Il était très apprécié et le feeling était tout de suite bien passé entre lui et Brittany. Au bout de certain temps, le fil en aiguille, la relation qui était de prime abord amicale devint de plus en plus intime. Il leur arrivait alors dès qu'il le pouvait de se retrouver pour des petits moments à deux à l'abri des regards indiscrets. Mais Brittany connaissait bien son mari et elle avait raison de se méfier car vous allez voir que lorsqu'il va découvrir l'infidélité de sa femme, il va réagir de façon un peu plus extrême. Le lundi 21 septembre 2020, l'été touchait à sa fin, la météo restait clémente. Pourtant, malgré le ciel bleu et les températures encore estivales, Justine Amron était inquiète. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils Jonathan depuis 48 heures. Elle contacta son travail afin de la voir, mais il ne s'est pas présenté. Elle avait donc un mauvais pressentiment. Ce n'était pas dans ses habitudes de la laisser sans nouvelles. Aussi, elle décida de prévenir les forces de l'ordre de la disparition de ce dernier. Elle leur raconta que la dernière fois qu'elle avait entendu parler de son fils, c'était dans la journée du samedi 19 septembre, 2 jours auparavant. Elle leur expliqua qu'il ne s'était pas présenté à son travail le matin même et qu'il n'avait pas non plus téléphoné pour prévenir d'une quelconque maladie. Suite à ce signalement, les policiers vont se rendre au domicile de Jonathan. Sur place, ils ne trouvèrent aucune trace du jeune homme ni de son véhicule. Les officiers décidèrent alors d'aller se renseigner sur son lieu de travail. Ainsi, on leur confirma qu'effectivement, il ne s'était pas présenté à son poste le matin même, mais il existait une coïncidence encore plus troublante. L'une de ses collègues de travail, Brittany Barron, avait elle aussi fait une école buissonnière.
En revanche, Brittany, elle avait appelé pour expliquer qu'elle ne viendrait pas ce jour. Elle avait aussi dit qu'il se pourrait même qu'elle ne reprenne jamais son poste. À ce stade-là, personne ne parlait de liaison entre les deux, mais des différents collaborateurs expliquaient aux policiers que Jonathan et Brittany s'entendaient bien et qu'ils étaient même assez proches. Certains disaient qu'ils suspectaient Brittany et Jonathan entretenir une liaison secrète alors que celle-ci était mariée. Les enquêteurs décident donc de se rendre chez Brittany Barron. Lorsqu'ils arrivaient au domicile des époux Barron, c'est la belle-mère de Brittany qui va leur ouvrir la porte. Elle va leur expliquer que sa belle-fille et son fils Armando étaient tous les deux partis en randonnée dans le nord de l'État et c'est elle qui s'occupait des enfants en leur absence. Elle expliqua aussi que le couple occupait la maison adjacente à la sienne. Les policiers de la ville continuèrent donc leur investigation et l'une des amies de Brittany leur montra des messages échangés dans un groupe de discussion. Ces échanges, Brittany va les expliquer qu'elle ne reverrait sans doute pas ses enfants avant un certain temps. Elle avait décidé de déménager dans l'État du Nouveau-Mexique, où sa sœur était résidée. Tout semblerait-il était prévu. Elle commencerait donc un nouveau travail et pourrait envisager sereinement une nouvelle vie. Elle indiquait aussi qu'elle s'était expliquée avec Jonathan et qu'elle ne voulait plus garder contact avec lui. Elle précisait aussi dans les messages que son amie était en train de révéler à la police qu'elle aspirait également s'éloigner de son mari, sans que l'on sache si c'était définitif ou c'était dans l'optique d'offrir, pourquoi pas, une nouvelle chance à leur couple. Dans la même soirée, un peu plus tard, vers 22h20, les enquêteurs aperçurent la voiture d'Armando stationnée devant son domicile. En réalité, la voiture appartenait au petit ami de sa mère, mais c'est lui qui l'utilisait quotidiennement. Les officiers de police donc sont pressés de lui poser quelques questions. Ils lui demandaient s'il savait où se trouvait sa femme. Il va leur expliquer alors qu'il avait vu son épouse pour la dernière fois durant la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre vers 2h du matin. Il ajoutera qu'il avait déposé cette dernière sur le bord de la route dans le secteur du Temple Mountain, dans la ville de Temple, à une quinzaine de kilomètres de leur maison. Armando leur révéla que le couple n'allait pas très bien et qu'elle avait décidé de prendre un peu de recul et de partir camper avec des amis. Ce soir-là, alors Yatil avait bien senti qu'il était arrivé à un point de non-retour. Il avait été très touché de déposer ainsi sa femme. Il avait roulé ensuite un long moment pour digérer la chose. Il ne voulait pas que ses enfants le voient dans un tel état de désespoir. Il détailla précisément son itinéraire et il précisa que durant ce voyage, il avait parlé à plusieurs reprises avec Brittany, qui lui avait ensuite demandé d'arrêter de l'importuner. Vers 7h du matin. Le lendemain du signalement de la disparition de Jonathan, les gardes forestiers vont découvrir un site de camping sauvage dans les bois aux abords de Abbott Brook World. Ils avaient été prévenus par des chasseurs qui avaient un campement sauvage, alors qu'un ours avait été aperçu dans les alentours et donc les chasseurs étaient inquiets. Alors que les deux officiers s'approchaient du campement sauvage, un chien commença à aboyer. Une jeune femme, plus tard identifiée comme Brittany Barron, tenta immédiatement de calmer l'animal, comme si elle ne voulait surtout pas attirer l'attention. Les deux hommes se rapprochèrent et Brittany émergea d'un petit sentier situé à proximité de la tente. Ils aperçurent immédiatement que la jeune femme qui portait des lunettes de soleil avait en sa possession une arme dissimulée dans sa besace. À gauche de la tente, quelque chose de volumineux était dissimulé sous une grande bâche marron. Des feuillages et des branchages avaient été utilisés pour camoufler la bâche comme si celle-ci devait se fondre dans le décor. Les gardes expliqua à Brittany qu'elle devait rassembler ses affaires et partir car l'endroit où elle se trouvait n'était pas une zone où le camping sauvage était autorisé. Il l'escorte donc et en chemin, elle dira « Je suis vraiment dans le pétrin ». Les policiers ne révèlent pas immédiatement ces mots, mais Brittany avait oublié la cage de transport de son chien sur les lieux.
Le gars fit donc demi-tour pour aller chercher et c'est alors qu'il aperçut des traces dans la boue. On aurait dit que quelque chose de lourd avait été traîné. En regardant de plus près, l'un des officiers eut son attention attirée par quelque chose ligoté dans une autre bâche au milieu d'un petit ruisseau. Cela avait la forme d'un corps. Face à ces éléments, les officiers décidèrent d'arrêter Brittany, qui fut menottée en attendant que la police vienne la récupérer afin de la conduire au commissariat. Lors de son arrestation, les policiers lui retirent ses lunettes et vont constater qu'elle avait 2 yeux au beurre noir. Ils les rangèrent pendant ce temps. En attendant, les policiers durent se résigner à soulever la première bâche et vont découvrir la voiture de Jonathan. À l'arrière du véhicule, plus précisément dans la malle arrière, ils vont découvrir une grande quantité de sang, comme si un objet ensanglanté avait été stocké. Sous la seconde bâche, les policiers, à leur arrivée, vont découvrir avec effroi un corps sans tête. Celui-ci, le légiste, put relever de différentes blessures, dont une plaie béante au niveau du poignet gauche. Ils trouvèrent également dans le sac de Brittany une arme à feu, une hache, une scie, une machette et un petit couteau, tous tachés de sang. Une fois au commissariat, Brittany fut interrogée. Et voici ce qu'elle va raconter. Le samedi 19 septembre, alors qu'elle prenait sa douche, son mari, qui sentait bien que son épouse était un peu bizarre ces derniers temps, fouilla dans son téléphone portable et tomba sur des messages échangés entre Brittany et Jonathan. Fou de rage, Armando se jeta alors sur elle et la frappa à plusieurs reprises. En l'insultant, il la frappa en particulier au visage. Elle avait d'ailleurs gardé ses yeux au beurre noir à la suite des coups. Elle saignait aussi beaucoup du nez, mais Armando ne s'arrêta pas. Bien au contraire, il la traîna jusque dans leur chambre, la jeta sur le lit et là, les coups redoublèrent d'intensité et lui mit de nouveau plusieurs coups de poing au visage. L'horreur atteignait des sommets lorsqu'il dégaina une arme à feu et la plaça dans sa bouche de Brittany en feignant de tirer. Brittany raconta qu'elle crut à ce moment-là à sa dernière heure. Après lui avoir fait croire qu'il allait tirer, il va ensuite l'étrangler. Il appuya alors sur sa gorge avec beaucoup de force. Elle n'arrivait plus à respirer et se voyait encore une fois partir, quitter ce monde. Elle finit par perdre connaissance, mais avant, elle eut le temps d'apercevoir sa petite fille de 9 ans qui manifestement avait assisté à ce terrible scène. Dans ce chaos, Armando décida de tendre un piège à son rival. Il va le contacter par message via le téléphone de sa femme, se faisant passer pour elle. Elle lui donna donc rendez-vous dans un parc très peu fréquenté. Entre-temps, Brittany reprit connaissance. Son mari lui annonça alors qu'il avait donné rendez-vous à Jonathan et l'y obligea à l'accompagner. Dans la voiture, alors qu'il se rendait sur les lieux de rendez-vous, il frappa de nouveau sa femme au visage, la faisant saigner abondamment du nez. Lorsqu'ils arrivaient, Jonathan était déjà là, impatient de retrouver sa dulcinée. Il était loin de s'imaginer dans quel monstrueux traquenard il était tombé. Armando, son rival avec qui l'effet de surprise, se jeta sur lui en le frappant violemment. Jonathan était dépassé. Il ne put absolument rien faire. Le mari, enragé, prit ensuite une arme qu'il mit de force dans les mains de Brittany, terrifiée. Il voulait qu'elle lui prouve ses regrets, il voulait qu'elle abatte son amant. Il lui ordonna plusieurs fois de tirer. Brittany était terrorisée. Elle tenait en joue son amant, mais elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas appuyer sur la gâchette. Armando, hors de lui retira l'arme des mains, tout en continuant à pointer l'arme sur Jonathan qui était allongé au sol. Il voulait contraindre sa femme à le tuer en posant son pied sur l'attaché et en l'écrasant. Mais Brittany n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas faire cela, elle ne pouvait pas le tuer. Agacé par l'attitude de sa femme, il ordonna au pauvre malheureux de monter à l'arrière de sa voiture. Il obligeait Brittany à lui entailler les veines de poignet à l'aide d'une petite lame coupante.
Toujours aussi effrayée et tremblante, elle effectua les entailles comme exigé par son époux, mais elle n'était pas assez profonde au goût d'Armando. Il s'installa ensuite dans la voiture. Brittany était au volant et Armando sur le siège passager. Il s'apprêtait à partir lorsque soudain, Armando se retourna et tira 3 fois sur son malheureux rival. 2 balles dans la poitrine et 1 dans la tête. Jonathan s'effondre. Après ce carnage, le couple retourna chez lui. Armando ordonnait à son épouse de rassembler le nécessaire pour quand il obligea à prendre le volant de la voiture de Jonathan avec le corps du malheureux à l'intérieur. Il lui annonça qu'ensuite qu'ils allaient se rendre dans une petite ville située à 300 km. Armando au volant de la voiture familiale et se mit à suivre sa femme. Mais avant de partir, il fit une annonce. Une fois le soleil levé, il n'aura pas donné son infidélité. Avant d'arriver à destination, il s'arrête dans un magasin pour y acheter 2 bâches, un produit accélérateur de feu, un bidon de détergent ainsi qu'une pelle. Ensuite, il prit la direction des bois où s'installèrent le campement pour la nuit. Mais le cauchemar de Brittany n'était pas fini. En effet, Armando lui demandait de décapiter Jonathan qui avait succombé à ses blessures. Il lui expliqua que sans tête, il serait impossible pour les forces de l'ordre de l'identifier. Le corps de Brittany, terrorisé et craignant pour sa vie, s'exécuta. Armando lui creusa un trou pour y mettre la tête et ordonna à sa femme de se débarrasser du corps en l'enroulant dans une bâche et en creusant un trou peu à l'écart. Le lundi matin, Armando se rendit donc dans une ville voisine car en forêt, il n'avait pas de réseau. Il avait pris le téléphone de Jonathan car il projetait d'envoyer des messages pour justifier son absence. Mais avant cela, il passa un coup de téléphone à sa mère qui lui apprit que la mère de Jonathan avait signalé sa disparition. Elle lui précisa même que la police était également à la recherche de Brittany. Il retourna donc rapidement au campement et avertit Brittany que Jonathan était signalé disparu et elle aussi. Il se débarrassa ensuite du téléphone de Jonathan lié en brisant et en dissimulant les morceaux à de différents endroits. Puis il obligea Brittany à accompagner afin d'envoyer des messages à ses amis pour justifier son absence. Brittany venait donc de raconter tout ce qui s'était passé. Après toutes ces révélations, elle continua à coopérer et conduisait les policiers afin de retrouver les morceaux de téléphone et les officiers en charge de l'interrogatoire voyaient bien que la jeune femme souffrait des blessures diverses. C'était particulièrement frappant au niveau de son regard. Elle avait 2 yeux au beurre noir. Estimant qu'elle avait suffisamment collaboré pour le moment, il la menait donc à l'hôpital où elle put recevoir des soins. Les conclusions de l'examen des blessures semblaient correspondre à sa version des faits. Le soir même, la police tenta d'attirer Armando. Ils le contactèrent par téléphone et lui demandaient de venir au poste dans le cadre de la disparition de sa femme. Mais celui-ci refusa. Sa femme, selon lui, n'avait pas disparu, elle était partie camper comme il avait expliqué le jour précédent. Mais les policiers insistaient. Il était du devoir des forces de l'ordre de s'assurer de l'intégrité physique de Brittany car il était porté disparu et donc les circonstances étaient différentes. Armando affirma alors qu'il avait parlé avec son épouse la veille vers 17 h et précisait qu'il était d'ailleurs en route pour aller camper lui aussi avec sa fille. Il voulait l'emmener dans un environnement neutre et chaleureux pour lui annoncer que ses parents allaient malheureusement divorcer. Aussi, il n'avait pas le temps à perdre en passant par le commissariat. Mais l'officier insista, proposait alors à Armando de se rejoindre à mi-chemin, mais celui-ci refusa. Il leur dit qu'il ne voulait pas que sa petite fille le voie en train de discuter avec la police. Il finit tout de même par accepter de passer au commissariat, mais il ne vint pas. Un signalement fut donc lancé. Les enquêteurs s'inquiétaient pour la fille du couple. La police partit immédiatement à sa recherche. Finalement, il fut interpellé au volant de sa voiture. Sa fille de 9 ans était assise sur le siège passager. À ce moment-là, Armando fut arrêté pour tentative d'homicide par strangulation sur sa conjointe.
Il fut placé donc en état d'arrestation et à son arrivée dans les locaux de la police, on lui signifia ses droits et il fit valoir ses droits à être assisté par un avocat. Il découvrit des égratignures sur son poignet droit et du sang séché sur son avant-bras et sur son mollet. La petite fille du couple fut entendue par l'un des enquêteurs en présence de son père. Lorsqu'on demanda à la fillette si elle avait vu quelque chose d'étrange le samedi 19 septembre, elle répondit qu'à un moment donné dans l'après-midi, elle avait entendu des cris. Elle avait pensé qu'une dispute avait éclaté entre ses parents, mais affirmant n'avoir rien vu car lorsque les cris avaient commencé à se faire entendre, sa grand-mère l'avait amenée chez elle, sur les indications de Brittany. Les policiers purent retrouver la tête du malheureux Jonathan, autorisé par les médecins à collaborer avec les enquêteurs. Elle conduit ces derniers sur les lieux où Jonathan avait été agressé puis tué par Armando. Ils trouvaient effectivement des traces de lutte. Faute des preuves accumulées pendant l'enquête, les autorités renvoyaient Armando Barron devant un tribunal pour le meurtre avec préméditation de Jonathan. Brittany, quant à elle, fut accusée de falsification et non destruction de preuves. Elle accepta de plaider coupable dans le cadre de son accusation de falsification et de destruction de preuves. Elle accepta également de collaborer avec l'État lors du procès contre son mari Armando Barron, jugé pour le meurtre de Jonathan. Elle sera donc amenée à témoigner contre son époux et lors de son procès dans l'accord qu'elle a signé avec le procureur, elle s'engage aussi à payer des frais liés aux funérailles de Jonathan. Elle réglera aussi des dépenses que la famille Ameraude pourrait engager pour se faire aider psychologiquement. Après le drame survenu, son avocat demanda la remise en liberté sous caution de sa cliente, mais sa demande fut rejetée. Le juge estima, étant donné qu'elle n'avait pas essayé une seule fois de sauver la vie de son amant, alors qu'elle a eu des occasions qui se sont présentées. Elle est certainement très dangereuse et n'avait donc pas sa place dehors. Armando Barron, quant à lui, fut condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo.